Messieurs, chers téléspectateurs, bienvenue à votre émission H comme hémicycle. La tribune de la représentation nationale reçoit sur ce plateau conseillère Amsaden Hangata. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à l'émission H comme hémicycle. C'est une tribune des parlementaires. Vous êtes conseillère au Conseil national de transition. Alors, d'entrée de jeu, nous aimerions bien connaître qui est Amsaden Hangata. Merci beaucoup pour l'invitation, surtout pour cette émission qui est très bénéfique pour la population, exceptionnellement pour les parlementaires. Je réponds au nom de Amsaden Maïdé Hangata. Je suis femme tchadienne, âgée de 35 ans, mariée, mère de 4 enfants. Je suis conseillère nationale de transition depuis la première phase de la transition. Par ailleurs, je suis aussi secrétaire générale, troisième adjointe du mouvement patriotique du Sali, parti politique très influent au Tchad. Et actuellement, je suis membre de la CONOREC. Je m'occupe de la logistique et du matériel. Vous l'avez déjà même relevé que vous êtes membre militante du mouvement patriotique du Sali. Alors, dites-nous en tant que femme au foyer, comment vous avez pu embrasser cette carrière politique? Comment vous êtes parvenu à embrasser la carrière politique? Qu'est-ce qui vous a plu en aimant la politique? Très bonne question. J'ai embrassé la politique par conviction. J'ai trouvé que c'est ce qu'il me faut faire. J'aime beaucoup la politique. Je sais que sans la politique, on ne peut pas faire beaucoup de choses. Et j'ai beaucoup des ambitions qui vont dans le même sens. Et mon mentor était le maréchal, Allah yarhama, feu Marshall. J'aimais beaucoup tout ce qu'il faisait. Et j'ai toujours rêvé de travailler à ses côtés. Donc j'ai embrassé la politique par conviction et j'étais dans le parti depuis très jeune. J'étais d'ailleurs la plus jeune membre du bureau politique du MPS à mon temps. Et j'ai passé beaucoup d'étapes, j'ai eu beaucoup de postes dedans et surtout j'ai été présidente de la jeunesse. Du Rassemblement du Jeune. J'étais vice-présidente et j'ai beaucoup appris là-bas. J'ai fait beaucoup de connaissances des jeunes. J'ai vu comment les jeunes excellent dans la politique et c'est quelque chose à aimer. Une femme dans la politique, est-ce que vous n'êtes pas marginalisée par exemple par les hommes? Marginalisée, c'est trop dit. Et moi, en tant qu'Amsaden, je n'ai jamais aimé quelque chose de facile. J'ai toujours embrassé les choses les plus difficiles pour prouver aux gens que non, la femme n'est pas seulement femme comme les gens le pensent. On est maman, on est sœur, on est fille. On peut faire au-delà de ce que les gens y pensent et en gardant toujours les valeurs qui nous sont attribuées. Donc je ne me dis pas que je suis marginalisée parce que je ne me laisse pas faire. Je n'accepterai pas être marginalisée. Je ne me laisserai pas marcher sur le pied. Et mon travail, je l'aime beaucoup. Je le fais avec tout le cœur. Je ne me dis pas que non, c'est un travail qu'on m'a donné pour un temps. Je le fais de toute âme. Et je me dis que je dois laisser des empreintes, un cursus, un parcours, des procédures, des règles après moi pour celui qui viendra me succéder pour que le travail soit facile pour lui. Oui. Négativement, qu'est-ce qui vous a marqué dans cette carrière politique? Parce que là, on est en politique, hein, on ne se fait pas cadeau. Bon, face à mes adversaires, je ne dirais pas que j'ai du regret. Et je suis face à beaucoup de personnes, surtout la société en elle-même, parfois, elle n'accepte pas qu'une femme excelle à un certain niveau. Et j'aimerais déjà profiter ici pour tirer chapeau au jeune président de la République, en l'occurrence Mohamed Idriss Déby Itno, qui met beaucoup de paquets pour les femmes et qui croit beaucoup aux femmes. Et donc, on relèvera le défi. C'est pas bien de parler de la personne, de soi-même surtout, tout le temps dire que je suis, je peux, mais il faut prouver sur le terrain qu'on peut. Et je crois qu'aucune mission qui m'a été attribuée n'a été vaincue jusqu'aujourd'hui. Et je suis prête devant mes adversaires. Et je les attends au terrain. De la politique, on voit aussi Amsaden Hangata s'intéresser aussi au social. Oh, le social, c'est quelque chose qui est inné en moi. Je travaille un peu plus pour la société, même si je fais la politique.
parce que je travaille, c'est pour que la société puisse bénéficier de moi. Ça, c'est un premier critère dans toutes mes convictions. Si le travail ne se résumait qu'à ma personne, je crois que je n'allais pas travailler. Parce que je suis une femme tchadienne, musulmane, j'ai un mari qui pourrait bien s'occuper de moi. Mais je me dis qu'en embrassant cette carrière politique et en bougeant dans tous les sens et en apportant ma pierre, je pourrais être utile au mien. Parce que sans le sien, vous n'êtes rien. Et ça, les gens n'ont pas compris, mais moi, je l'ai compris parce que j'ai grandi dans une très grande famille. Et il faut apporter sa pierre, il faut être utile à la nation tchadienne. Et il faut aspirer, il faut inspirer les filles qui sont à l'école, surtout à devenir des grandes femmes. Et elles doivent avoir confiance en elles en voyant des gens qui peuvent percer jusqu'à un certain niveau. Mais quand on lâche très tôt, c'est un manque pour la société. Donc la société, c'est quelque chose de très important. Elle est très importante du moment où sans la société, nous ne sommes rien. Et moi, je m'investis beaucoup, même si parfois ce n'est pas officiellement. Officieusement, je fais beaucoup d'actes de charité, surtout en eau potable. Au Tchad, on en manque vraiment et l'eau, c'est la vie. Donc, il faut être utile pour la société. Et l'entrepreneuriat féminin, par exemple, vous vous intéressez aussi à cet aspect? Bon, je m'intéresse beaucoup sur l'entrepreneuriat féminin, mais surtout pour la femme rurale, qui se bat beaucoup, mais qui n'est pas très reconnue. Le Tchad en compte presque 40% des femmes rurales qui font beaucoup de choses, mais qui n'est pas valorisée. Donc, on est en train de voir comment est-ce qu'on peut vraiment pallier à ces problèmes sociétal, les femmes n'arrivent pas à évoluer dans ce qu'elles font. Vous allez trouver une femme qui vend, par exemple, de la tomate. Elle va faire 10 ans en train de faire la même chose. Donc pourquoi est-ce qu'elle n'évolue pas? Pourquoi est-ce qu'elle n'arrive pas à créer une société? Est-ce que c'est les freins d'aller à l'école? C'est pas parce qu'on n'est pas parti à l'école qu'on ne peut pas faire des choses. Mais parfois, il faut reconnaître que la femme a beaucoup de poids sur elle. Et parfois, il y a des femmes qui sont veuves. Il y a d'autres qui sont divorcées et qui traînent avec des enfants. Et ce n'est pas très facile. Elles ne peuvent pas très bien évoluer parce qu'elles dépensent tout ce qu'elles trouvent au jour le jour. Et c'est un aspect qui me tient beaucoup à cœur. Je crois que je suis en train de développer beaucoup de stratégies pour pouvoir aider ces femmes-là qui ne sont pas parties à l'école mais qui font beaucoup de choses que même les femmes qui sont parties à l'école n'arrivent pas à faire. Vous êtes conseillère au Conseil national de transition. Est-ce que c'est une récompense par votre parti politique, le MPS? Parce que là déjà, vous dites que vous vous intéressez beaucoup plus au social. Vous êtes une femme battante au sein du parti politique. Est-ce que c'est une récompense pour vous en étant au Conseil national de transition? Bon, je peux dire aussi que c'est une récompense, mais quand j'ai été désignée comme conseillère nationale de transition, je n'étais pas encore secrétaire générale du parti. J'étais une militante comme tout autre. Et dire que c'est une récompense, ce n'est pas mauvais, mais après le décès tragique du maréchal du Tchad, il a été mis en place un conseil militaire de transition. Et il a été mis aussi un conseil national de transition qui est l'équivalent d'une assemblée nationale provisoire. Oui. Et donc, dans cette assemblée nationale-là, il faut beaucoup de critères pour y être. Pour ce conseil national, je voulais dire. Dans les corporations, les partis politiques, beaucoup de choses. Et donc, parmi ces critères-là, je crois que je réponds à beaucoup de critères. Je suis femme, je suis jeune. Je suis d'un parti politique, le plus grand parti politique au Tchad, parce qu'il est le seul qui est implanté dans les 23 provinces jusqu'à aujourd'hui. C'est vrai ce que vous dites? Oui, c'est vrai. Et les gens disent qu'ils sont implantés partout, mais j'ai déjà fait tout le Tchad, mais il n'existe presque pas. Ils le disent, mais il n'existe pas. On ne vous permet pas de battre campagne. Vous voulez déjà battre campagne, madame? Mais vous avez posé la question, il faut une réponse à la hauteur.
Donc, une réponse à l'appel pour la prochaine fois, peut-être. Mais au fait, vous avez parlé de votre séjour au Conseil national de transition en termes d'expérience. Qu'est-ce que vous avez eu au moins à acquérir comme expérience en étant au Conseil national de transition bientôt 2 ans déjà, n'est-ce pas? Plus? Oui. J'ai appris beaucoup d'expérience. J'ai quand même appris beaucoup de choses en tant que conseillère nationale dans la production des projets de loi, le rapport entre les trois pouvoirs, pouvoir législatif, exécutif, judiciaire, et surtout les deux premiers pouvoirs, le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif. Les projets de loi, ils viennent de l'exécutif, ils sont étudiés par le législatif, ils sont débattus, ils sont adoptés, entérinés. Donc c'est quand même une grande école. Et je ne finis jamais d'apprendre. Surtout à la première phase, j'ai appris beaucoup de choses, mais à la deuxième phase, il y a des nouveautés aussi. Parce qu'à la deuxième phase, on a ouvert, et c'était après le dialogue national inclusif, les recommandations avaient adopté qu'il y ait beaucoup de sièges pour les vice-présidents, d'autres membres. Et il fallait aussi mettre les groupes parlementaires, ce qu'on n'avait pas su au début quel était leur rôle, parce qu'en première phase de transition, il n'y avait pas de groupe parlementaire. Et donc maintenant, à la deuxième phase, on a compris l'importance d'avoir un groupe parlementaire pour structurer surtout le travail, parce que c'est indispensable déjà d'avoir un groupe parlementaire. Au début, c'était dans tous les sens, mais bien que le nombre était pas très grand, on était 93, mais avec le nombre maintenant qui est de 197, 100 groupes parlementaires, pour faire passer une loi, c'est tout un problème. Alors que maintenant, on a 10 grands groupes parlementaires, les présidents sont là, ils font des réunions, et puis chacun donne son avis, on débat bien avant, et c'est quelque chose qui nous apprend beaucoup de choses. Et donc, c'est une grande école qui ne finit pas de m'apprendre beaucoup de choses chaque jour. Amsaden Angata a été vice-présidente de la commission Affaires étrangères dans la première phase de transition au Conseil national de transition. Dans la deuxième phase, vous n'êtes plus conseillère, vous n'êtes plus deuxième vice-présidente de la commission Affaires étrangères. Est-ce que vous avez démissionné, comme vous avez l'habitude de parler, tout de suite vous avez dit que il y a trop de bâtons dans les roues. Alors, je ne sais pas, est-ce que c'est lié à ça? Pourquoi vous avez démissionné de ce poste en étant deuxième vice-présidente de la Commission Affaires étrangères? Oui, c'est vrai qu'au début du Conseil national de transition, j'ai été vice-présidente de la Commission Affaires étrangères, quelque chose qui me passionne beaucoup, la diplomatie. J'ai appris pendant 8 ou 9 mois beaucoup de choses dans cette commission. Et dans la deuxième phase, il y a eu beaucoup de femmes aussi nouvelles qui sont arrivées dans le Conseil. Et je me suis dit que, bon, après les tractations, quand j'ai vu un peu le tableau, c'est pas qu'on m'a forcé de démissionner, mais je me suis dit que j'ai beaucoup du travail, le parti pèse sur moi, je fais beaucoup de travaux de commission aussi. Et comme j'ai un profil qui peut bénéficier aussi de cette expérience-là, pourquoi pas? Donc je me suis retirée à mon âme et conscience, personne ne m'a forcé. Et j'ai voulu donner la chance à quelqu'un d'autre, une femme très battante qui mérite d'avoir une grande place aussi dans le Parlement et qui a embrassé la diplomatie depuis des années, qui a beaucoup d'expérience dans la diplomatie et beaucoup de connaissances. Et donc, c'est moi-même qui me suis libérée pour céder la place à une sœur, une mère. Pourquoi pas un homme? Bon, je ne donne pas les quotas des femmes aux hommes. Ça, c'est tout à fait naturel. On se bat pour avoir nos 30%. Et ça serait un gâchis de lâcher sa place pour un homme. Parce qu'ils en ont déjà quand même... Dans les commissions, je crois qu'on a juste 3 femmes parmi toutes les commissions. Et donc, c'est pas... On ne m'a pas forcé, on ne m'a pas mis les bâtons sur le roue. Hein. J'ai cédé moi-même. Le Conseil national de transition, vous êtes aujourd'hui à la Commission nationale chargée de l'organisation du référendum constitutionnel comme chargée de la logistique et des matériels. Quelles sont vos principales tâches en étant
chargé de la logistique et des matériels de la Commission nationale chargée du référendum constitutionnel. Je suis membre de la CONOREC et je m'occupe spécifiquement de la logistique et des matériels. Si vous dites en quoi consistent vos principales tâches? Mes principales tâches, c'est comme vous l'entendez, c'est la logistique et le matériel. Alors, la CENI passée avait laissé un entrepôt presque plein. Il y a eu beaucoup de matériel qui sont là et c'était au bureau permanent des élections. Et nous avons inventorié ces matériels pour voir si ça peut couvrir les besoins de la CONOREC ou pas. Et c'est à partir de là qu'on a pris les choses en main pour pallier ce qui n'existe pas, pour fournir tout ce qui n'est pas dans le magasin pour pouvoir faire le travail. Donc, ce qui consiste exactement, les tâches qui nous sont assignées, c'est d'identifier déjà les besoins en matériel et logistique pour la commission. C'est ce qui a été fait, c'est ce qui fut fait pour la zone méridionale, parce qu'on a découpé en 2 zones. Zone numéro 1, c'est la zone méridionale qui a 7 provinces, et la zone septentrionale qui aura les 16 autres provinces. Donc pour le moment, nous avons déjà effectivement déployé tout ce qui est matériel pour les 7 provinces. Donc notre tâche, c'est d'identifier les besoins en logistique et matériel pour la commission. Le processus d'enrôlement des électeurs suit son cours. Alors, quel a été donc l'apport de votre commission, surtout dans cette première phase d'enrôlement des électeurs? Dans cette première phase d'enrôlement des électeurs, nous avons, comme je viens de le dire, nous avons acquis tout ce qui est besoin en matériel et logistique pour la première zone. Donc, on a identifié qu'il nous faut 1375 kits pour pouvoir recenser les nombres déjà arrêtés par la division informatique, donc le nombre exact de recensement des gens qui seront recensés. Donc sur les 1375 kits, les besoins étaient d'avoir le personnel qui sont déjà ici retenus par la division ressources humaines en premier lieu, formés. Donc après la formation et l'évaluation, nous avons mis en place les équipes qui doivent les accompagner jusqu'à la province. Nous avons déployé et les matériels et les personnels dans les 7 provinces de la zone méridionale. Donc ils sont là-bas avec 1375 kits et chaque kit comporte 2 chaises, 2 tables, un pour l'accompagnateur, un pour l'agent enrôleur. Le superviseur, lui, il supervise 3 centres de recensement. Un kit fait le travail sur 3 champs aussi. Et donc l'effectivité de la chose sur le terrain, je crois que vous l'avez suivi à la télé aussi. Donc nous avons déployé et les personnels et les matériels sur le terrain et le travail se passe très bien pour le moment. Et l'engouement en ce moment sur le terrain, le retour est quand même bon. On a des bons échos. Tout marche très bien, à part les petits manquements. Et ça, c'est des choses naturelles. L'être humain n'est pas parfait et toutes les œuvres humaines ne sont pas parfaites non plus. Il y a des petits manquements, mais nous avons pris quand même l'avance parce qu'on a déployé des gens sur le terrain pour pallier à ces petites choses-là. Nous avons envoyé des chefs de mission qui sont déjà partis bien avant. C'est eux qui ont réceptionné tout ce qui a été déployé comme matériel et comme personnel et qui l'ont redéployé encore. Ils ont fait le dispatching dans les communes, les préfectures et tout ça. Et je veux profiter de cet instant-là pour signifier aux gens que la CENI passée et la CONOREC ont cette différence-là. La CENI centrale a décentralisé tout sur les provinces. Le décret stipule bien que tous les gouverneurs sont présidents de la CONOREC. Donc nous, d'ici du central, on fait le travail jusqu'à la province et ça s'arrête là-bas. On fait les bordereaux, on fait les bons de livraison, on fait tout
on envoie les choses dans la province, il décharge, il prend, c'est sous sa responsabilité. Après, dans le chronogramme, il est bien dit que ça va être lancé du 24 jusqu'au 7, et du 8 au 9, on doit déjà commencer par redéployer tout ce qu'on a amené. Donc, les chefs de mission qui sont là-bas sont chargés de pallier à ces petites choses-là parce qu'ils ont les fonds qui ont été mis à leur disposition, les fonds des caisses, pour pallier à des petites choses. Parfois, il y a des gens qui sont très alarmants. On a mis une équipe de monitoring qui est là. Ils appellent, c'est pour demander, par exemple, une carte ISB et une carte mémoire qui manque. Les gens volent aussi, il faut reconnaître les petites choses. Donc parfois ils appellent, on ne peut pas envoyer quand même une carte mémoire toute petite d'ici jusqu'à la province. Donc l'équipe qui est sur place, elle est chargée de pallier à ces petites choses-là, des réparations, des petites choses. Même les êtres humains, ils tombent malades. Donc combien de fois les machines avec les moyens de transport, avec l'état des routes que vous avez, c'est normal qu'il y a des machines qui ne peuvent plus tenir. On envoie jusqu'à la province, mais de la province pour l'amener jusqu'aux communes, les gens s'en chargent, mais ils ont beaucoup de difficultés. Et ça pose un peu de problème sur, par exemple, les kits. Et les kits, c'est quelque chose de très sensible. C'est un ordinateur avec un capteur d'empreinte, avec une imprimante. C'est des choses très sensibles. Donc, si on ne prend pas bien soin, il y a des chocs qui peuvent faire couler l'encre, par exemple, mais des petits soucis. Mais les gens qui sont là-bas, ils sont là pour remédier à ces genres de choses. Ils ont amené des équipes de techniciens qui font le travail et ils ont leur fonds de caisse qui leur permet d'acheter ce qu'il faut, par exemple, dans les villes, dans les grandes villes. Par exemple, Moundou, c'est la ville économique tchadienne qui a un grand marché. On peut acquérir beaucoup de choses. Mais jusqu'aujourd'hui, je félicite quand même les chefs de mission qui sont sur le terrain, qui font un travail excellent. Les retours sont bons, ce n'est que des petites choses et on les rassure que nous sommes disponibles pour les grandes choses, mais pour les petites choses, c'est à leur niveau que ça va se passer. D'accord. Au niveau du bureau permanent des élections, Madame Amsaden, il a été mis sur pied l'unité de monitoring dans le cadre du suivi et d'évaluation des activités qui se déroulent présentement sur le terrain. Alors, quel est donc le rapport entre cette unité de monitoring et la commission logistique? L'unité de monitoring, elle est composée de 7 personnes, 7 membres. Et chacun est spécialement pour une province. Et c'est pour capter la communication, pour avoir l'information à temps réel du besoin qui se fait ressentir sur le terrain. Ce besoin-là, c'est la division matérielle qui le met à la disposition du monitoring pour l'envoyer. Donc dès que le message arrive, par exemple, vous, monsieur Dobar, vous êtes chargé, vous êtes dans l'équipe monitoring et que vous êtes chargé de prendre tout ce qui vient de Moyen Chari, vous nous signalez que voici, il nous faut tel matériel ou bien tel matériel est défectueux mais que les gens n'arrivent pas à réparer. Donc il nous faut envoyer ça. Donc c'est à nous de prendre en charge tout ce qui est envoi, tout ce qui est dans le magasin, c'est nous qui les gérons. Donc c'est vraiment ça le rapport, c'est juste l'information normalement. Il prend tout ce qui est information pour nous dire les formulaires manquent en tel, il y a eu tel problème, peut-être il y a eu un petit incident qui s'est passé, un kit qui ne marche pas, les gens n'arrivent pas à faire. Donc dès qu'ils ont l'information, par exemple pour le kit, dès que moi j'ai l'information, j'envoie déjà le kit, bien avant que l'autre n'arrive. Donc ça va faire un aller-retour, l'autre vient et l'autre part aussi. Donc c'est pour gagner du temps. Peut-être une dernière question, on est en phase de transition, alors quel est donc votre message à l'ensemble de nos téléspectateurs qui vous suivent? Je vais d'abord les remercier pour avoir suivi jusqu'à la fin l'émission. Et pour le retour à l'ordre constitutionnel, j'ai un message à tous ces téléspectateurs qui nous regardent, c'est de bien veiller pour que les gens se recensent. Parce que c'est une phase cruciale et c'est une page qui va s'écrire dans notre pays. C'est une phase très très importante. Le retour à l'ordre constitutionnel, c'est quand même une grande chose. Et
pour que ce retour-là soit effectif, il faut que les gens sachent de quoi il s'agit. Et maintenant, on est en phase de recensement. On veut mettre à jour le fichier électoral. Après le fichier électoral, ça serait la campagne référendaire. Et ça serait un oui ou un non. Il faut que les gens comprennent c'est à partir de ces résultats-là que la Constitution va être écrite. Le projet est déjà là, mais nous attendons la voix du peuple. Et donc c'est au peuple de décider si le Tchad doit rester avec un État unitaire ou un État fédéral. Donc je crois que le message qu'il faut faire passer à la population, c'est de s'intéresser à cet aspect-là. Et je demanderai aussi aux communicateurs, aux sensibilisateurs, à la société civile de s'impliquer pour faire comprendre à la population, en toutes les langues s'il le faut, pour qu'ils s'intéressent beaucoup à ces retours à l'ordre constitutionnel de notre pays. Alors, merci. Nous tenons vivement à vous remercier, Madame Amsaden Angata, d'être passée sur le plateau de Hashcom Hémicycle, une tribune de la représentation nationale. Nous espérons toujours vous recevoir encore pour d'autres thématiques sur ce plateau. Merci beaucoup, Doua Robert, et puis à très bientôt. Merci. Merci. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, tout est bien qui finit bien. Nous venons de recevoir sur ce plateau conseillère Amsaden Angata. Au revoir et à la semaine prochaine.